Athéisme cool déjà, ça vous fait plaisir. Et ouais, ce soir, on va parler un petit peu justement religion, mais religion, hein, justement, qu'est-ce que la religion? Notre invité, je crois qu'il a une version propre des choses, et dans quelques instants, il sera avec nous. Voilà, on me dit que c'est bon. Allô, le petit scribe. Oui, allô, bonsoir. Tu nous entends? Voilà. Donc, bonsoir, bienvenue dans la libre antenne. Bonsoir. Alors toi, pour te présenter un peu au public, donc t'es amateur de théologie chrétienne et islamique, on va dire, et tu vas nous présenter un peu ton analyse de ce que tu as nommé l'occidentalisme. Et donc tu nous expliqueras ce que c'est, parce que évidemment, alors le titre, c'est pour ça que bon, il y a eu une petite confusion, parce qu'au départ c'était ce titre, puis après toi-même t'as évolué, puis moi j'avais pas compris, etc. Bon, tu vas nous expliquer en tout cas ton analyse de ce que tu définis comme l'occidentalisme, et puis on fera tu vas faire une comparaison évidemment avec l'islam, et ensuite tu nous expliqueras, tu feras une synthèse de tout ça, quoi, un peu, c'est ça? Absolument, c'est ça, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce que ce que tu appelles toi justement cette notion de occidentalisme? Donc c'est un néologisme. Alors, oui, occidentalisme, en fait. Alors, je tenais à mettre isme à la fin du mot, parce que justement, les mots en isme, comme vous le savez, en général, ils traduisent une idéologie fondamentaliste, en fait, un peu comme féminisme, droit de l'hommisme, Ouais. islamisme, etc. C'est quand même péjoratif en général, le isme. Oui, absolument, ça traduit un certain fondamentalisme, un certain extrémisme, quoi, Ouais. quelque part. Et donc, moi, mon objectif ce soir, c'est de démontrer, c'est d'essayer d'apporter une analyse assez atypique des valeurs occidentales, c'est-à-dire qui consiste à voir l'ensemble des valeurs occidentales comme un paradigme religieux et même un paradigme de fanatisme religieux. Voilà, c'est un peu ça l'idée ce soir. D'accord. Et alors, justement, c'est intéressant. Alors, comment tu le définis, donc, cet occidentalisme? Quelles sont ces valeurs que l'Occident défend? Oui, alors, donc cet ensemble de valeurs occidentales, la démocratie, les droits de l'homme, la laïcité, la République, le féminisme, la société de la consommation, etc. Ben, cet ensemble de valeurs forme un tout, un paradigme, c'est-à-dire une cohérence idéologique qui peut s'apparenter à une religion. Alors, je m'explique. Euh, En fait, c'est quoi une religion en quelque sorte? Une religion, c'est lorsque justement vous avez une vision de tous les domaines importants de la vie. En islam, par exemple, il y a une vision islamique de la mort, il y a une vision islamique de la nourriture, une vision islamique de la femme, une vision islamique de l'histoire humaine, etc., etc. Donc il y a une vision islamique de tous les domaines de la vie, et puis ce tout forme un tout cohérent, et puis qu'on appelle l'islam. C'est pareil avec le christianisme. Il y a une vision chrétienne de l'homme, de la femme, une vision chrétienne de la création, de la nature, une vision chrétienne du bien, du mal, de la nourriture, de la terre, etc. Et le tout forme un tout cohérent qu'on appelle le christianisme. Et ben pour l'Occident, c'est aussi la même chose en fait. On a une globalité cohérente où le tout peut s'apparenter à une religion. Alors je vais essayer de présenter un petit peu cette religion. C'est une religion, en fait. On a beaucoup de mal à voir l'occidentalisme, enfin, les valeurs occidentales comme une religion, parce qu'en fait, c'est une religion extrêmement particulière. Dans l'histoire, on peut parler d'exception historique dans l'histoire humaine, dans la mesure où l'Occident, c'est la seule religion de l'histoire qui place au centre de tout l'homme et non pas un être transcendantal, tel qu'une divinité, un esprit ou des choses comme ça. Voilà pourquoi on a beaucoup de mal à la voir comme une religion, parce qu'en fait, c'est la seule religion au monde et de l'histoire qui place l'homme au centre de tout et non pas un dieu, etc. Euh, il y a un pilier de la religion occidentale, un dogme de la religion occidentale, qui convient de comprendre, c'est le dogme de la liberté. Ouais. Alors ce mot liberté, en fait, il revient tout le temps hein, dans la bouche des élites politico-médiatiques occidentales, il revient tout le temps. Liberté, liberté, liberté. Bon, en fait, moi ce que je vais essayer de démontrer, c'est que la liberté au sens occidental n'est pas une vision, n'est pas le fruit d'une vision objective, universelle, absolue. C'est une vision extrêmement subjective de la liberté. Mais tout d'abord, je vais rappeler que la notion de liberté, on la trouve dans toutes les religions. Hein. Chaque religion a sa propre vision très subjective et très particulière de la liberté.
Je prends l'exemple du judaïsme antique, qui est une religion. Il y a bel et bien une idée de la liberté extrêmement importante dans le judaïsme antique. Vous connaissez certainement tous l'événement majeur du judaïsme antique, enfin du monothéisme abrahamique hébraïque, qui est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire Dieu libère son peuple de l'esclavage des Égyptiens pour l'amener sur la terre promise afin qu'il puisse mettre en pratique les commandements de la Torah, etc. Et ben, pour le juif de l'Antiquité, la notion de liberté est extrêmement importante parce que pour lui, c'est se libérer de l'esclavage des nations et des empires pour pouvoir se mettre au service de Dieu librement. Ça, c'est la vision de la liberté au sens du judaïsme antique. Vous avez une vision de la liberté dans le christianisme qui est extrêmement importante. Vous lisez par exemple Saint Paul. Saint Paul parle énormément de la question de se libérer de l'esclavage du péché. Ouais. Il considère que l'homme, il est par essence, enfin depuis le péché originel, il est esclave du péché. Le but de l'homme, c'est de se libérer de cet esclavage. Donc là aussi, on trouve une vision de la liberté qui n'est pas la même que la vision juive, mais qui est une vision chrétienne et qui est extrêmement importante. On trouve la notion de la liberté dans l'islam aussi. Mais dans l'islam, la liberté, c'est quoi? Il s'agit de libérer l'homme du culte des idoles, donc du polythéisme arabe anté-islamique, pour se soumettre au Dieu unique. Ainsi, passer du culte des idoles à la soumission au Dieu unique, c'est une véritable libération d'un point de vue islamique. C'est le fondement même du Coran. Donc là aussi, on trouve une vision de la liberté très subjective et très particulière et extrêmement importante dans la religion islamique. Bon, je ne vais pas faire toutes les religions, mais si vous voulez, chaque religion a sa propre vision extrêmement subjective et qui lui est propre de la notion de liberté. Et bien l'Occident, les valeurs occidentales, c'est une religion qui ne fait pas exception en cette matière. Elle a sa propre vision subjective et particulariste de la liberté. Alors, en quoi elle consiste la liberté occidentale? Eh bien, elle consiste à vouloir libérer l'homme de tout ce qui peut constituer un frein à sa liberté, mais au sens matériel et charnel. C'est ça la liberté au sens occidental. Il faut libérer l'homme de tout ce qui peut être une contrainte. Alors, je vais donner des exemples parce que c'est peut-être un peu abstrait. Je prends par exemple la question de la société de consommation. Ça consiste en quoi? La société de consommation, c'est une conséquence de la liberté occidentale, c'est-à-dire qui vise à libérer l'homme de sa condition matérielle traditionnelle misérable d'un point de vue occidental. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, les hommes se contentent d'avoir leur terre, leur maison et leur petite famille, et ils vivent toute leur vie dans leur village. Et c'est très bien comme ça, ils se sentent heureux, etc. Mais l'occidentalisme, il considère que ceci est une condition matérielle misérable et il convient de libérer l'homme de cette condition-là. Et il convient de l'amener à vouloir posséder toujours de plus en plus de choses, par exemple sortir de son village, visiter de plus en plus de villes, de pays, etc., posséder des objets de plus en plus sophistiqués. Il faut qu'il découvre un maximum de choses avant de mourir. Ça, c'est libérer l'homme de sa condition matérielle traditionnelle misérable. Ça, voilà. Je prends aussi l'exemple du libertarisme sexuel occidental. Ouais. Il vise à faire quoi? À libérer l'homme du joug des traditions, justement, des mœurs traditionnelles. Il faut libérer l'homme, il ne faut pas que l'homme se restreigne à une seule femme, il faut qu'il ait beaucoup de partenaires, etc. Il faut qu'il s'épanouisse, qu'il se libère du joug des traditions. Le féminisme, c'est pareil, c'est libérer l'homme des contraintes biologiques, naturelles, c'est-à-dire qu'il vise justement à faire en sorte qu'un homme, il peut se transformer en une femme, parce que c'est ça la finalité. Il peut se transformer en une femme s'il le désire, une femme, elle peut être un homme si elle le désire, et ainsi c'est se libérer des contraintes biologiques. Et je prends un dernier exemple, c'est l'antiracisme, pilier si cher à l'occidentalisme. C'est quoi l'antiracisme? Mais comment est-ce qu'il faut le comprendre? Il faut le comprendre comme une volonté de libérer l'homme des contraintes ethniques. C'est-à-dire que l'occidentalisme, il ne veut pas que l'homme se restreigne au cours de sa vie à une seule ethnie. Il veut que l'homme, justement, s'épanouisse. Il veut qu'un blanc se marie avec une noire parce qu'il n'y a aucune raison qu'il se restreigne à une seule ethnie. Donc c'est ça le métissage, la propagande métisseuse occidentale, elle vise à libérer l'homme des contraintes ethniques, etc., etc.
Et comment on est arrivé à ce paradigme-là? Comment ça s'est construit? C'est quoi? Parce qu'il y en a qui disent c'est la franc-maçonnerie qui a ramené ce truc-là, qui a fait vaciller les sociétés traditionnelles. Toi, c'est quoi ton analyse par rapport à ça? À quel moment il y a eu cette sécularisation justement de la liberté de faire exploser ce modèle traditionnel? Alors ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, euh, on en est arrivé là, en fait, si vous voulez, l'occidentalisme, il faut le concevoir, c'est historiquement avant tout un anti-catholicisme. Historiquement, ça se vérifie. Si vous voulez, c'est l'échec, entre guillemets, c'est l'échec du catholicisme en Europe qui a permis l'émergence de cette vision humaniste, c'est-à-dire qui place l'homme au centre de tout, et puis qui nous amène au monde dans lequel on est. Donc c'est parce que le catholicisme d'Europe, etc., s'est effondré que l'homme, par nature religieuse, a dû substituer au catholicisme, de par son échec, il a dû lui substituer une nouvelle religion où il place l'homme au centre de tout. Alors je peux détailler un peu si tu veux. Ouais. Euh, Si vous voulez, les changements de religion, etc., ça s'est toujours produit au cours de l'histoire. Mais avant, ça se produisait comment? Vous savez qu'avant le monothéisme, on était dans le règne du polythéisme. On avait des religions païennes un peu partout. Bon. Lorsqu'une religion s'effondrait, pour X raisons, qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'elle se faisait remplacer par une autre religion. Alors là, je vais vite et je caricature, mais Mhm. elle se faisait remplacer par une autre religion sous l'influence des nations voisines, etc. Ou alors, on créait ce qu'on appelle un syncrétisme religieux, c'est-à-dire qu'on regardait ce qui n'allait pas dans une religion et on essayait de l'améliorer en y apportant des influences extérieures. Ainsi, à coup de syncrétisme religieux, on en créait d'autres, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est comme ça que ça marchait dans le monde païen, donc, dans le monde des religions polythéistes, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu le règne du monothéisme. Et le monothéisme, si vous voulez, à travers l'islam et le christianisme, il a détruit tous les polythéismes. En Europe, par exemple, il n'y avait plus de polythéisme, il n'y avait plus de paganisme, ça a été détruit totalement par le christianisme. Et du coup, il n'y avait plus que le christianisme, il n'y avait plus qu'une seule religion en Europe. Donc lorsque le christianisme s'effondre, après je ne vais pas analyser les raisons, mais lorsque le christianisme s'effondre, les hommes en Europe ne font plus comme avant. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire comme avant. Il n'y a plus d'autres religions sur le sol européen. Il n'y avait plus que le christianisme. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les hommes ont commencé à remplacer ils ont placé l'homme au centre de tout, parce qu'il n'y avait plus justement d'autres divinités avec lesquelles on pouvait fabriquer des syncrétismes, etc. Donc, lorsqu'il n'y a plus de religion, lorsqu'il n'y a plus de divinité, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on finit par placer l'homme au centre de tout et à la place de Dieu. Mais ça, c'est bien arrivé, il y a eu un basculement. Est-ce que c'est. On peut pas dire que c'est à partir du moment où. Parce que l'Église, clairement, elle se fait chasser en France à partir de la Révolution française. Pour ce qui est de la France, en tout cas. Oui, absolument, oui. Le basculement, ça dépend des pays, mais en gros, le basculement, il s'est fait à partir de la Renaissance. C'est à partir de la Renaissance qu'on a commencé à réhabiliter des idées humanistes, c'est-à-dire des idées qui placent l'homme au centre de tout. On a eu l'intermédiaire du protestantisme, parce que c'est le catholicisme avant. Ensuite, on a eu le protestantisme qui a joué justement cet intermédiaire, qui est la première dégradation, si vous voulez, du christianisme, et qui a joué justement cet intermédiaire entre le passage du catholicisme, donc système où on met Dieu au centre de tout, un système où on met l'homme au centre de tout. Oui. Et aussi, alors, comment dire, quel est le rapport à l'argent aussi dans tout ça? Parce que l'Occident, de cette, je veux dire, autant il s'est débarrassé, on va dire, des religions, mais autant il a pris le dessus technologique, on va dire, d'avance en tout cas sur les autres civilisations. Oui, alors absolument, ça on peut le vérifier. L'Occident a de loin, mais de loin, triomphé. Alors, comment expliquer le triomphe de l'Occident? Alors ça, c'est une autre question. Je préfère laisser ce genre de questions pour la fin, en fait. D'accord, ok, ok. Et, et cet occidentalisme, parce que on peut dire que vraiment, bon, voilà, tout de suite, je vois, il y a beaucoup de réactions me disant, oui, la consommation, puisque la consommation, on peut la mettre, quoi, ce serait le rite un peu de cette religion, on peut dire? Oui, on peut aller jusque-là. Alors bon, moi, je ne vais pas jusque-là. J'essaie de rester assez simple, si vous voulez. Oui. Mais effectivement, que lorsque vous êtes, on peut comparer l'acte de consommation à l'acte du sacrifice
d'animaux, par exemple, dans les religions traditionnelles. Effectivement, lorsque vous allez dans un centre commercial, que vous voyez des grosses chaînes comme ça, les gens ils portent des produits qu'ils viennent d'acheter et ils font la queue pour le faire passer à la caisse, Mhm. et ben, la caissière peut s'apparenter aux sacrificateurs d'autrefois. Les gens qui amènent leurs produits, c'est les fidèles qui amenaient leurs bêtes, leurs animaux, etc. Et le centre commercial, il peut s'apparenter à un temple religieux, etc., où on pratique des sacrifices et où l'acte de consommer peut être vu comme un acte, justement, comme une offrande, en fait, dans le temple. Mais si vous voulez, je ne vais pas jusque-là, je préfère rester assez simple. Non. Alors donc ces valeurs de l'occidentalisme, donc je comprends bien, mais c'est pas des choses qui sont inscrites dans le marbre. Alors comment à un moment donné on tient toute l'ingénierie sociale par ça, puisque c'est des choses qu'on décrypte, mais il est pas. Alors, on est incité évidemment à consommer, mais bon, c'est pas une obligation non plus. Oui, absolument. Alors déjà, au niveau de l'organisation de l'occidentalisme, en fait, les médias aujourd'hui, bon, vous vous doutez, elles jouent un rôle fondamental là-dedans. Ouais. Alors les médias, mais comment est-ce qu'il faut les voir aujourd'hui, les médias, dans le cadre de cette nouvelle terminologie que j'essaie d'apporter? Bah, il faut les voir comme les prêtres, en fait, les prêtres, les prédicateurs de la religion occidentale. C'est-à-dire que les médias aujourd'hui, ils jouent le même rôle que l'Église autrefois dans une société de l'Ancien Régime profondément catholique. C'est-à-dire ce sont les médias qui disent aux gens ce qui est bien et mal, ce sont les médias qui décident de diaboliser, c'est-à-dire de taxer d'hérétiques Ouais. telle ou telle personne. Ce sont les médias qui disent aux gens ce qu'il est bon de manger et de ne pas manger. Ce sont les médias qui disent aux gens comment s'habiller, comment gérer leur argent, comment se comporter avec leurs enfants, comment les éduquer, comment gérer leur sexualité, etc., etc. Donc les médias, en fait, il faut vraiment les voir comme l'église de la religion occidentale, et ils remplissent vraiment ce rôle à fond. Et ils sont très très suivis parce que c'est eux qui disent aux gens ce qu'est la vérité, etc. C'est vraiment l'équivalent pour moi de l'église dans l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, si vous regardez, par exemple, je prends un exemple concret, chez Ruquier, par exemple, et ben, Ruquier, parfois, ça me fait terriblement penser à un espèce de tribunal inquisitoire Ouais, ouais. où on place la personne, l'invité, au centre du tribunal, vous voyez, et où l'objectif, c'est pas de faire un débat de fond, mais l'objectif, c'est de savoir si la personne est hérétique ou pas. Oui, c'est vrai, ouais. C'est une bonne On l'a vu comparaison, je avec trouve. Ouais, ouais, M. ouais. Asselineau. Vous voyez, avec Asselineau, où Mhm. Ruquier, il affiche dès le début, il dit on va savoir qui est M. Asselineau. Et non pas ce que dit M. Asselineau, parce que ça, on n'en a rien à faire. L'objectif, c'est de savoir est-ce qu'il est hérétique ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il prêche des trucs qui vont à l'encontre des dogmes de l'occidentalisme ou pas. Ouais. Ouais, et ben là, il y a beaucoup de gens complètement d'accord. Je vois plein de messages, ils disent bonne analyse. C'est tout à fait les médias. Donc les médias sont vraiment ce rôle de prédicateur. Et on peut aussi donc presque comparer. Alors, on va dire l'expansion de l'Église, par exemple, vers les Amériques au XVIe siècle avec la parole de foi, et aujourd'hui les médias occidentaux qui vont répandre leur parole, on va dire, sur ces mêmes pays finalement. Absolument. L'Occident, ce que je remarque, c'est que mais c'est pour ça que je préfère appeler occidentalisme, Mhm. pour bien mettre en évidence le caractère fondamentaliste de cette religion. C'est une religion extrêmement missionnaire, prosélyte et même guerrière. Car une guerre au nom de la démocratie et des droits de l'homme, c'est Ouais. ce qu'on appelle une guerre de religion, si vous voulez. Exactement comme autrefois, les croisades, c'est une guerre au nom des valeurs catholiques. C'est la fameuse guerre juste. Vous avez dans l'islam le djihad, etc. Eh ben, l'Occident, c'est lui qui fait le plus de guerres aujourd'hui pour des raisons idéologiques, dogmatico-idéologiques, si bien qu'effectivement, une guerre au nom de la démocratie et des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle une guerre de religion. Je préférais à la rigueur une guerre au nom du pétrole. Ça me ferait moins peur parce une guerre au nom du pétrole, c'est une guerre pour des raisons économiques, des raisons matérielles qui peuvent toujours s'expliquer, voilà, par une volonté de maintenir un confort, etc. Donc ça fait beaucoup moins peur. Alors qu'une guerre au nom de la démocratie et des droits de l'homme, c'est une guerre de religion, c'est une guerre missionnaire prosélyte. Donc, quelque part, pour pousser l'analogie, alors, justement, ces fameux droits de l'homme, c'est un peu la Bible, alors, en fait. C'est un peu l'ancienne Bible. C'est un peu le document qu'on présente aux mécréants qui doivent respecter, c'est ça, un peu? Mais absolument, Mhm. absolument, absolument. Les droits de l'homme, c'est quoi en fait? Les droits de l'homme, c'est l'équivalent. Alors, les droits de l'homme sont à la religion occidentale ce que la charité était au christianisme autrefois.
C'est-à-dire que vous aviez, dans chaque religion, vous avez une dimension de la charité, c'est-à-dire du bien, enfin de la défense du faible, etc. Mais qui est différente. Là aussi, ce sont des visions subjectives et non pas absolues. Euh, on nous présente les droits de l'homme comme une vision absolue et objective. Mais non, c'est une vision extrêmement subjective. Je rappelle que dans les droits de l'homme, vous avez la défense, par exemple, des homosexuels, etc. Alors, c'est pas que je dis je suis pour ou contre, c'est pas la question. Seulement, ce que je vois, c'est que la défense des homosexuels est une vision subjective du bien et du mal, enfin de la défense du faible, qu'on ne trouve pas dans la charité chrétienne et qu'on ne trouve pas non plus dans la charité islamique, etc. Donc c'est une vision subjective, effectivement, oui. Et est-ce que, alors parce que ça aussi c'est très intéressant, parce que l'Occident, il se prévaut constamment d'un universalisme, c'est-à-dire que les valeurs qu'il porterait seraient absolument universelles pour toute l'humanité, quoi. Ça, c'est très présent, parce que même dans la mentalité occidentale, moi-même, j'ai eu des discussions comme ça avec plein de gens aussi, où on est en opposition parce qu'ils partent de ce postulat que de toute façon, ces valeurs-là occidentales sont forcément supérieures à toutes les autres. Est-ce que ça, c'est pas un peu nouveau aussi dans l'histoire aussi? Alors, ce qui serait nouveau, c'est une religion universelle, alors Ouais. que les autres ne le sont pas. Alors, je rappelle juste que catholique, par exemple, veut dire justement, étymologiquement parlant, universel. Et que dans la tête du catholique moyen au Moyen Âge, par exemple, il était persuadé que le catholicisme était l'universel par excellence. Et que toutes les personnes qui n'acceptent pas les valeurs et les principes catholiques, c'est une personne qui est forcément malhonnête. Parce qu'il lui était tellement évident que le catholicisme était la seule religion universelle d'un point de vue strictement objectif. Et voilà que maintenant, le catholicisme nous apparaît comme quelque chose de subjectif. Ouais. Mais l'Occident finira aussi par dévoiler son masque subjectif, etc. Mais c'est juste parce que les gens sont dans cette religion, et depuis qu'ils ont grandi, on leur présente cette religion comme la religion qui va de soi, etc., qu'on a l'impression qu'il y a un universalisme derrière objectif. Mais ce n'est pas le cas. Je rappelle juste que, d'un point de vue strictement occidental, pour prendre des exemples, vous avez par exemple, l'antiracisme, excusez-moi, Ouais. l'antiracisme. C'est-à-dire l'Occident considère qu'il ne faut pas qu'il y ait de frontières, qu'il faut que tout le monde se métisse. Enfin bref, j'exagère, je caricature. Mais ça, c'est une vision très subjective. Dans d'autres traditions, vous avez des traditions ethno-différentialistes, etc. Donc je vois pas pourquoi l'antiracisme, qui est une subjectivité, serait au-dessus d'autre chose. Il faut le justifier, ça. Enfin, c'est loin d'être si évident, quoi. Et est-ce que justement, c'est peut-être pas le loup dans la bergerie, parce que ayant placé l'homme, on va dire, justement au centre de cette religion, eh ben, on dit, bah, puisque c'est l'homme, ça touche tous les hommes, parce que nous, contrairement aux autres, hein, bah, les autres, on va dire qu'ils ils se contentent d'un dieu, de quelque chose de plus transcendantal. Nous, c'est l'homme. L'homme, après, justement, quel qu'il soit, même l'aborigène peut adhérer aux droits de l'homme. Puisque ça en vient comme ça, après, dans la vision occidentale, en disant, même l'aborigène, il faut qu'il ait les droits de l'homme, le mec dans sa forêt, enfin, tout le monde, quoi. Parce qu'il Oui, est mais là, homme. Oui. Ouais, Oui, mais là, une fois de plus, alors dire que parce que l'occidentalisme place l'homme au centre de tout, ça ferait de lui une religion plus objective et tout, là aussi, lorsqu'on regarde, mais comment pensaient les monothéistes d'autrefois, etc., ils vous disaient que notre Dieu est un Dieu universel, qui est le seul à avoir créé les hommes en entier. Il est tout seul à les avoir créés, il est responsable de toute la création, et par conséquent, chaque homme doit se sentir concerné par les valeurs de ce Dieu-là qui est le seul et qui est le seul Dieu universel. Placer l'homme au centre de tout, c'est au contraire, enfin on peut voir les choses autrement, mais là aussi il y a plusieurs points de vue. Mais placer l'homme au centre de tout ne veut pas forcément dire être dans l'universel, parce que placer l'homme au centre de tout, c'est réhabiliter aussi quelque part une vision naturaliste des choses, qui prône justement une vision identitariste, naturaliste, qui prône une sélection des races par la survie du plus fort. On rejoint la vision justement naturaliste de Hitler, etc. Hitler, c'est aussi une vision qui place l'homme au centre de tout. Euh, mais ça ne conduit pas à un universalisme, pas du tout. Ça conduit au contraire à un racisme. Donc, ce n'est pas parce qu'on place l'homme au centre de tout qu'on aboutit à un universalisme objectif, etc. Il se trouve que c'est cette vision de l'homme qui a triomphé, mais il y en a d'autres. Et alors, comment, alors justement, mais ce triomphe, entre guillemets, de l'Occident dont on parlait tout à l'heure, et il faut bien l'admettre que ce qu'on peut constater sur l'ensemble de la planète, c'est plutôt l'adhésion à ces valeurs-là et une occidentalisation du monde. Alors,
à marche forcée, je sais. En tout cas, les peuples ont plutôt tendance à aller dans le sens de l'abandon de leur système traditionnel, voire de leur religion, pour adopter justement ce mode de vie occidental qui est le parangon qui séduit le plus, qui est l'absolu modèle de réussite pour le reste de la planète. Ouais, non, mais tu as absolument raison. Mais si tu veux, je ne préfère, une fois Ah de oui, plus, ok, cette question, pourquoi est-ce que l'occidentalisme a triomphé? J'ai des réponses, alors est-ce qu'elles sont justes ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai des réponses à cette question, mais je préfère garder ça soit pour la fin, soit peut-être pour une autre fois ou ailleurs. Voilà. D'accord, bon, regarde ça pour après. Parce qu'il y a, non, parce que c'est quand même la raison. Parce que moi, je vois le monde basculer et abandonner petit à petit, un peu partout, ce système-là est en train de s'imposer. Alors, Absolument. le système, alors ça s'accompagne. Alors il y en a beaucoup qui le décrivent par plein de notions comme la démocratie de marché, le libéral-libertarisme, etc. Et comment dire, la logique en fait vers quoi nous emmène justement cette religion, c'est ce à quoi on arrive aujourd'hui, donc théorie du genre, etc. C'est-à-dire de absolument faire tout exploser, quoi. Oui, mais je pense que dans les élites, enfin les élites occidentalistes, etc., un peu comme Caroline Fourest par exemple, Ouais. je ne sens pas ces gens-là forcément. Après, il y a de tout, Mhm. mais je pense qu'ils sont vraiment bien intentionnés. C'est-à-dire dans leur cerveau, ils pensent qu'ils font le bien. C'est-à-dire que leur objectif n'est pas de détruire l'humanité. Leur objectif, c'est d'épanouir l'homme, c'est de le libérer justement de sa condition misérable. Donc pour eux, ils font le bien. Après, je dis pas que ça va aboutir au bien, mais en tout cas, je pense qu'il y a, pas toutes, mais il y a des élites occidentalistes, des intellectuels, des médias, etc., qui pensent vraiment qu'effectivement, qui croient dur comme fer aux valeurs occidentales et qui pensent qu'elles sont les seules à pouvoir épanouir l'homme, etc. C'est-à-dire lui offrir le salut. Le salut, mais comme chaque religion a eu cette prétention, c'est-à-dire de pouvoir amener l'homme à son salut. Et qui s'oppose alors à cet occidentalisme, vraiment, historiquement, là, maintenant, là, actuellement? Alors justement, moi, mon analyse, c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition réelle. Nous sommes totalement livrés à cet occidentalisme qui est de loin, mais de loin, bah, comme tu l'as dit, la religion largement dominante et qui exerce une influence extrêmement forte sur toute la partie enfin, sur toute la planète. Alors on pourrait avoir l'impression, justement, ça peut peut-être faire une petite transition avec la question de l'islam. Est-ce que l'islam aujourd'hui résisterait un peu à l'occidentalisme? Parce qu'on a l'impression que l'islam est la dernière religion classique qui existera encore un petit peu et qui essaierait de résister tant bien que mal, de manière bonne ou mauvaise, ça c'est d'autres questions. Mais on a l'impression qu'il y a encore un peu d'islam aujourd'hui qui résiste. Alors pour certains, il résisterait très très bien. Pour d'autres, il résisterait même un peu trop. Et alors, donc, à la rigueur, on peut faire une transition là-dessus. Que penser de l'islam en France, par exemple, et puis même dans le monde? Ouais. Alors justement, ouais, voilà. Alors l'islam, puisque souvent, effectivement, c'est présenté comme on va dire, il y avait même une phrase de Pierre Hillard devenue célèbre qui disait que c'était un dernier rempart du nouvel ordre mondial. L'islam est, par essence, justement, la religion traditionnelle qui s'oppose à cet occidentalisme. En théorie, c'est bien ça. En théorie, oui, bien sûr. Ouais. Mais tout comme le christianisme, Tout comme le etc. christianisme. En théorie, bien Alors, sûr. mais christianisme, on va dire, battu en brèche, puisque son foyer européen originel, on va dire, complètement déchristianisé, hein, avec un long travail depuis, c'est pour ça que je plaçais ça au moment de la Révolution française, mais effectivement, on peut peut-être remonter même un peu avant avec le schisme protestant. Mais on voit bien que là, l'islam est attaqué de toutes parts aussi dans cet occidentalisme. Il est en train aussi de presque, j'ai pas envie de dire vaciller, mais il y a des coups de boutoir quand même. Ah oui, absolument. L'islam est attaqué. Alors, moi, ce que je vais essayer de démontrer, en fait, sur Ouais. la question de l'islam. En France, par exemple, on va partir d'un cas local en France, mais qu'on connaît un petit peu d'ailleurs, donc ça va être plus simple. Alors, je vais peut-être choquer, mais pour moi, il y a un recul de l'islam, et l'islam, alors je vais choquer, alors je suis désolé par avance, parce que je sais que ça peut blesser certains musulmans. Alors moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille de culture musulmane, hein. D'accord. Je suis un arabo-français, donc un français d'origine algérienne, donc j'ai connu l'islam d'un point de vue interne. J'ai étudié un peu la théologie islamique. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai une base théorique. Alors,
je sais que je peux choquer et blesser un peu, mais pour moi, honnêtement, et je vais essayer de le démontrer là en quelques minutes, enfin, de l'illustrer, il y a un recul de l'islam. L'islam est en train de mourir, il est en train de se faire tuer par l'occidentalisme, exactement de la même manière, enfin, dans les grandes lignes de la même manière que l'occidentalisme a tué le christianisme. Alors, je m'explique. On nous dit que, par exemple, en France, il y a une islamisation de la société. Il y a un islam de plus en plus influent, un islam qui est en train de prendre du terrain et qui irait même jusqu'à menacer les valeurs occidentales de la France. Bah, déjà, les gens qui disent ça, en général, je me suis aperçu qu'ils se basaient sur une analyse très superficielle. Pour eux, ils voient plus de burqa, plus de voiles, plus de barbus et plus de djellaba et plus de mosquées. Donc, il y a une islamisation de la société très menaçante pour les valeurs de la France, etc. Mais moi, je dis que ça, c'est une analyse extrêmement superficielle, parce que dire ça, ça a autant de sens que de dire il y a plus de gens en France qui touchent le RSA et le chômage, donc la France est un pays qui pratique beaucoup plus la justice sociale qu'avant. C'est bien sûr faux. Mais C'est aussi débile aussi que de dire il y a plus de prisonniers qu'avant, il y a plus de gens dans les prisons, donc la police se porte très bien, la police jouit de beaucoup plus de moyens qu'avant, etc. Alors que tout le monde sait que c'est faux. On n'a jamais, enfin depuis des années, on réduit les budgets de la police. La police est le premier secteur ou le deuxième où il y a le plus de suicides et de dépression. Enfin, rien ne va dans ce secteur-là. Donc ça, c'est des analyses très superficielles qui consistent à seulement regarder la façade extérieure et à extrapoler une analyse totalement fausse. Donc moi, si vous voulez, je vais faire une analyse en quelques minutes, là, un peu plus profonde. Je vais regarder ce qu'il y a derrière cette façade, c'est-à-dire derrière cette augmentation de voiles, de barbus, etc. Bah déjà, permettez-moi de dire à quoi ressemblerait une islamisation de la société française, mais une vraie, c'est-à-dire au sens vraiment théologique du terme. Bah ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à une société où il y a moins de divorces, par exemple. Or, le nombre de divorces explose. Ça ressemblerait à une société où on voit de plus en plus de gens qui se préservent sexuellement pour le mariage. Or, il n'y a pas ça du tout. Ça ressemblerait à une société où il y a moins de maisons de retraite. Parce que vous savez que dans l'islam, c'est les enfants qui doivent prendre en charge leurs parents. Or, le nombre de maisons de retraite a explosé. Donc, pareil, une islamisation, ça conduira à des choses contraires. Une islamisation de la société, ça conduirait à un système économique où l'usure, l'intérêt bancaire, joue un rôle beaucoup moins important. Parce que l'usure, vous savez, c'est un péché extrêmement grave en islam. Il vaut mieux manger du porc et boire de l'alcool que de pratiquer l'usure. Eh ben, on nous dit qu'il y a une islamisation de la société française et pourtant on n'a jamais vu autant de banques. Chaque année, il se crée des banques dans ma ville. On n'a jamais vu autant de banques avec un pouvoir aussi gros et qui pratiquent l'usure au sein du système économique. On nous dit qu'il y a une islamisation de la société, mais la société de consommation, elle n'a pas baissé. Or, une islamisation, ça conduira à moins de sociétés de consommation. Ça conduira à des magasins qui font faillite parce que les gens ne veulent plus acheter, ils ne sont plus dans le dogme de la consommation. Or, c'est le contraire qui se produit. Malgré la crise, les gens maintiennent tant bien que mal leur mode de vie. Une islamisation de la société, ça conduirait à un retour progressif à un patriarcalisme traditionnel, où on verrait des femmes occidentales qui rêveraient de rester à la maison pour s'occuper de leurs gosses. Or là, parlez avec une femme occidentale, elle vous dit, mais attendez, moi je ne suis pas ce genre de femme. Donc le patriarcalisme traditionnel, islamique par exemple, est totalement méprisé. Une islamisation de la société, ça conduirait à une société où le mec en djellaba avec une barbe, il aurait 10 fois plus de chances de trouver du travail. C'est pas le cas. Essayez de vous présenter un entretien d'embauche avec une barbe et une djellaba. Vous allez voir si vous allez être embauché. Je donne un dernier exemple. Une islamisation de la société, elle conduirait à une société où les gens ne regardent plus les films américains, n'écoutent plus de la musique occidentale, parce que ce sont justement des prédicateurs de l'occidentalisme qui font l'apologie de l'hédonisme, c'est-à-dire qui disent qu'on n'a qu'une vie, il faut en profiter au maximum, qui font l'apologie du libertarisme sexuel, l'apologie du féminisme, etc., etc. Or, les séries américaines, le cinéma américain, la musique américaine, enfin occidentale, ne s'est jamais aussi bien portée, et elle se portera très bien. Donc de ce point de vue-là, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et je pourrais citer d'autres exemples, eh ben, il n'y a pas d'islamisation de la société. Il y a au contraire une occidentalisation de plus en plus profonde de la société.
Je donne un autre exemple. On nous dit qu'il y a une islamisation de la société, mais moi je comprends pas. Par exemple, on nous dit que les banlieues, elles se réislamisent. Oui, tout à fait, oui. Oui. Ah, les banlieues, moi je vois bien qu'elles se réislamisent, mais on n'a jamais vu autant de trafic de drogue, autant d'incivilité du quotidien, autant d'agression des personnes âgées, etc., etc. Donc si les banlieues s'islamisaient, ben, on verrait une baisse de tout ça. Parce que l'islam, vous pouvez lui reprocher peut-être plein de choses, mais il interdit formellement les trafics de drogue, il va jusqu'à interdire l'alcool parce qu'il considère que ça trouble l'esprit. L'islam n'est pas compatible avec l'agression des personnes âgées. Est-il alors qu'on n'observe pas un phénomène de rémigration? Je veux dire, normalement, si les musulmans devenaient de vrais musulmans, etc., on observerait chaque année, enfin, oui, chaque année, des centaines ou des milliers de musulmans partir de France pour aller vivre dans un pays de culture musulmane, où ils n'auraient pas de problème pour faire leurs 5 prières en temps et en heure, parce que la société est aménagée pour, où ils n'auraient pas de problème pour faire le ramadan, la société est aménagée pour, où ils n'auraient pas de problème pour manger halal, hein, parce que justement, toute la nourriture est halal dans les sociétés musulmanes, où ils ne vivraient pas au milieu de femmes à poil, dans les vitrines en ville, où ils n'auraient pas à écouter des médias qui blasphèment, enfin bref, un musulman, dès qu'il peut fuir ce type de société, il est censé les fuir, même s'il doit s'asseoir un petit peu sur sa condition matérielle. Or, c'est le contraire qui se produit. Il n'y a pas ce phénomène de réémigration. Et non seulement il n'y a pas ce phénomène, mais c'est le contraire. C'est-à-dire c'est des musulmans du monde musulman qui viennent en masse par centaines de milliers chaque année. C'est paradoxal quand même. Si les musulmans s'islamisaient vraiment, bah, on observerait un phénomène d'inversion des flux migratoires. Or, cela ne se produit pas. Et peut-être un dernier exemple, Ouais. il n'y a pas de communauté musulmane organisée en France aujourd'hui. Par exemple, vous n'avez pas un centralisme financier. C'est-à-dire le troisième pilier de l'islam qui est la zakat. Ouais. C'est quoi la zakat? C'est un impôt religieux que tout musulman est censé verser à une autorité religieuse musulmane et qui vise à être utilisé pour aider les plus faibles et les plus fragiles de la communauté. Et ben, la zakat, ça fait 40 ans qu'il y a des musulmans en France, et il n'y a pas d'organisation autour de la zakat. Alors qu'ils en auraient bien besoin, mais il n'y a pas. Et pareil, il n'y a pas de règles qui régissent la communauté musulmane. Il faut savoir que les témoins de Jéhovah en France sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus communautarisés que les musulmans en France. Pourquoi? Parce que témoins de Jéhovah, lorsque vous fumez par exemple des cigarettes, ben vous êtes excommunié si vous n'arrêtez pas. Si, par exemple, vous avez arrêté d'aller pendant un mois aux réunions des témoins de Jéhovah, eh bien, vous êtes excommunié, ou alors vous payez une amende, ou alors vous devez vous racheter par une autre manière. Donc il y a un ensemble de règles sous peine de sanctions. Ça, c'est du communautarisme. Est-ce que la communauté musulmane, c'est le cas? Est-ce qu'il y a des règles sous peine de sanctions? Ben non, vous pouvez aller à la mosquée quand vous voulez. Vous n'y allez pas pendant 2 ans, vous revenez, personne ne va vous demander des comptes. Vous pouvez boire de l'alcool, et tout le monde le sait, mais vous pouvez quand même aller à la mosquée. Donc il n'y a personne qui va vous demander des comptes. Il n'y a pas de règles qui régissent cette communauté. Donc il ne peut pas y avoir de communautarisme dans la mesure où il n'y a pas de communauté. Ça, c'est très intéressant. Ça voudrait dire que donc, malgré tout, puisqu'on l'appelle comme ça, c'est la communauté musulmane, même si elle n'existe pas, alors pourquoi beaucoup de gens se revendiquent quand même de l'islam, en font je veux dire, alors pas un mode de vie peut-être islamique comme tu l'as expliqué, mais en tout cas ils l'intègrent dans une espèce de culture qui est quand même visible. Par exemple, je prends, voilà, pour illustrer, la fille qui veut absolument mettre son voile, qui s'habille avec un voile, ou là on me le disait sur le chat aussi, des gens qui se baladent, on a tous cette image en djellaba avec une paire de Nike et puis une casquette américaine, enfin bon, on a tous vu ça. Et c'est quoi alors qu'ils cherchent à revendiquer? C'est quoi? C'est juste marquer une différence, mais en fait, ils seraient déjà, on va dire, entre guillemets, corrompus à l'autre religion, mais bon, on essaye de marquer une espèce de différence. C'est quoi alors exactement? C'est quoi ces gens-là? En faisant ça, c'est quoi leur démarche? Alors, bah, tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que je ne généralise pas, hein, j'insiste bien auprès des musulmans qui peuvent être très sensibles. Oula, on marche sur des mines, autant te le dire, c'est miné partout là. Je préfère bien insister là-dessus. Je ne mène pas un combat contre l'islam, Ah oui. contre les musulmans, ça j'insiste bien là-dessus. Non, parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire ce type de conférence, j'avais été invité, et il y avait des musulmans qui l'avaient très très mal pris. Alors certains l'avaient très bien pris, hein, ils avaient compris ce que je voulais dire, mais d'autres s'étaient sentis un peu blessés. Donc mon objectif,
moi, je suis contre l'occidentalisme, si vous voulez. Ouais. On peut en reparler. Donc, c'est pas les musulmans. Je ne mène pas un combat contre l'islam, contre les musulmans. Je suis moi-même de culture musulmane. J'ai grandi dans une famille de culture musulmane. Je n'ai pas la haine de moi-même, etc. Je suis un arabo-français de culture musulmane et je le revendique, il n'y a aucun problème. Je ne mène pas un combat contre les musulmans. Seulement, j'essaie de mener une analyse de manière objective afin d'essayer de comprendre. Alors, par rapport à ce que tu demandes, c'est-à-dire, mais comment expliquer alors cette montée de la visibilité islamique, cet attachement justement à ce respect culturel, enfin, à cet attachement justement de la visibilité islamique de la part de certains musulmans de culture, on va les appeler. Ouais. Justement, déjà, il faut bien comprendre que pour ces gens-là, c'est identitaire. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas une pratique de l'islam au sens authentique. Sinon, il y aurait, comme je t'ai dit, c'est-à-dire un phénomène de rémigration, un communautarisme beaucoup plus fort, etc., etc. Mais leur objectif, c'est effectivement de marquer une différence avec l'autre. Voilà. Donc l'exemple de la fille voilée qui va dans un fitness donc le mixte où il y a des gens un peu dénudés, etc., pour faire son footing. Elle est habillée comme tout le monde, mais elle garde le voile. C'est visible. Le but, c'est d'afficher une différence. Mais comment expliquer ça? Je sais pas. Honnêtement, là, on rentre dans des questions. Bon, je vais peut-être tenter une explication un peu psychologique. Moi, je pense que essayez de vous mettre à la place je sais pas moi, d'un maghrébin de banlieue ou pas, en France, etc. Il sait que s'il joue aux règles du jeu occidental, c'est-à-dire s'il essaye de prospérer, de gagner avec les valeurs occidentales, parfois il est quasiment perdant d'avance. Parce qu'il ne correspond pas à l'idéal occidental, sur tous les points de vue. Regardez une série américaine, c'est très rare, où le héros de la série américaine, c'est un maghrébin, etc. Enfin, je veux dire, il y a un idéal occidental qui est véhiculé à travers les médias occidentalistes et tout. Donc lorsque vous êtes un maghrébin, que vous grandissez dans une cité, bon, je ne peux pas faire de la victimisation, mais lorsque vous êtes un maghrébin, que vous grandissez dans une cité, etc., que vous ne correspondez pas à l'ethnie majoritaire, que vous ne correspondez pas aux idéaux occidentaux, jouer au jeu occidental, c'est être perdant d'avance. Donc, votre seule solution, c'est de changer les règles du jeu. C'est-à-dire de montrer aux autres que vous jouez un autre type de jeu, que vous ne jouez pas dans leur jeu à eux. Et donc, par conséquent, vous n'êtes pas perdant. Et donc, à travers ces différences, il y a la volonté, je pense, c'est un peu trop psychologiste, mais bon, pourquoi pas, je pense qu'à travers cet affichage d'une différence et tout, il y a la volonté de dire aux autres, je ne joue pas les mêmes règles que vous, moi je joue un autre jeu, je suis un musulman, etc. Et à ce jeu-là, je suis bon. La preuve, je porte une barbe, je porte une djellaba, etc. Et là, je suis number one. Alors que si je joue aux valeurs occidentales, là, je vais plutôt être dans les derniers, etc. Donc, il y a peut-être cet effet de mécanisme de survie. Après, je sais pas. Là, ça dépasse mes compétences, peut-être. Non, écoute, c'est aussi une explication. Alors, il y en a qui me disent, par exemple, oui, aussi, c'est un islam de façade, mais une fois qu'ils seront majoritaires, ils imposeront une société musulmane. Ouais, très très bonne question. Alors, est-ce que ça c'est possible ou pas? Ouais. Après, tout est possible, hein. Mais moi je pense que ça a peu de chances de se produire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne s'est pas produit dans les pays de culture musulmane. Vous regardez l'Algérie par exemple, 99% de la population est de culture musulmane. L'islam est une culture populaire très forte encore en Algérie, bien que ce soit un régime nationaliste plutôt laïque, calqué sur le modèle républicaniste français de la première moitié du XXe siècle. Mais il n'en demeure pas moins que l'islam exerce une forte culture populaire là-bas. Il y a encore un patriarcalisme relativement fort, après ça dépend où. Mais ce que je veux dire, on prend par exemple l'exemple de l'Algérie, 99% de la population de culture musulmane, est-ce que ils ont réussi à instaurer la charia en Algérie? Non. Non, hein. Ah non, pareil en Tunisie, les islamistes, ils n'ont pas réussi à instaurer la charia en Tunisie. Donc en Égypte, c'est pareil. Les frères musulmans, ça fait des décennies qu'ils se battent pour avoir le pouvoir, etc. Et eux, ils étaient très très organisés. Et ils n'y sont pas arrivés. Ils ont réussi à gagner les élections avec un peu plus de 50%. Ça a duré 3 mois. Donc moi, je veux bien croire à ce scénario, mais il se trouve que la réalité factuelle nous dit le contraire. Elle nous dit que même dans des pays beaucoup plus liés à l'islam, il n'y a pas de charia, il n'y a pas de prise de pouvoir par l'islam. Donc, je vois pas pourquoi en France, ça serait le cas. Il y a beaucoup plus de barrières et de contraintes en France. Donc, honnêtement, il y a, à mon sens, bien peu de chances. C'est-à-dire que
les personnes, justement, qui quand même se prétendent musulmans, mais qui adoptent l'occidentalisme, selon toi, est-ce que c'est une hérésie? C'est-à-dire de s'affirmer en se prétendant, en se définissant comme musulman, alors qu'en vérité, comme on l'a défini, on adopte les valeurs de l'occidentalisme à travers, voilà, j'entends par exemple les termes de musulmans laïcs, de choses comme ça, donc ça c'est vraiment de l'occidentalisme. Est-ce que c'est pas antinomique, quoi, complètement, j'ai envie de dire? Bah, bien sûr, il faut le dire, hein. L'islam, d'un point de vue strictement théologique, bien sûr que c'est une hérésie, bien sûr, bien sûr. On ne peut pas être laïque et musulman. Mais de la même manière, attention, c'est pas spécifique à l'islam, on ne peut pas être laïque et appartenir à une religion classique, quelle qu'elle soit. Que ce soit le judaïsme antique, que ce soit le catholicisme, toutes les religions sérieuses de l'histoire ne sont pas compatibles avec la laïcité. Mais permets-moi de te pas justement de faire un petit, de faire une petite précision sur la notion de laïcité. Mhm. C'est quoi la laïcité en fait? Si je reprends justement cette terminologie que je propose, la laïcité en réalité ça a toujours existé dans l'histoire. Je m'explique. Dans les sociétés catholiques de l'Ancien Régime, en France par exemple, la laïcité c'était quoi? Vous aviez une religion d'État qui était le catholicisme, qui était la religion publique, etc. Et cette religion, elle demandait quoi aux autres religions, telles que le judaïsme ou le protestantisme? Eh bien, de se tenir bien tranquille dans la sphère privée et de respecter les lois du pays, notamment en payant l'impôt. L'islam, si vous regardez les sociétés islamiques historiques, qu'est-ce qu'un régime islamique, donc où l'islam est la religion de l'État, qu'est-ce qu'il demande aux autres religions, notamment le judaïsme et le christianisme? Eh ben de se tenir bien tranquille dans la sphère privée et de ne pas intervenir dans le champ public et de payer l'impôt, la jazia d'un point de vue islamique. Eh ben, la laïcité occidentale, c'est quoi? C'est la religion de l'État, c'est-à-dire l'occidentalisme, qui demande aux autres religions, christianisme, islam, judaïsme, de se tenir bien tranquille dans la sphère privée et en respectant les lois du pays, notamment en payant l'impôt. C'est ça la laïcité occidentale. Ce n'est pas la séparation de tout religieux du politique. C'est séparer toutes les religions non occidentales de l'État, en les maintenant à la sphère privée et en garantissant dans l'ordre public que la religion occidentale. Mais ce n'est pas une nouveauté. Ouais, non, c'est très intéressant comme analogie, parce que donc ça voudrait dire vraiment que cet occidentalisme, en fait, c'est une religion qui ne dit pas son nom, finalement, mais qui est véhiculée par les mêmes principes donc, qu'une religion. Donc, un texte, les droits de l'homme, des rites, des prêtres par les médias, des valeurs, etc. Et en plus, une expansion, comme les religions, une espèce de conquête aussi, puisque autant les religions, que ce soit l'islam ou la chrétienté, ont toujours une politique de conquête, et l'occidentalisme également, il est aussi en politique de conquête. Oui, absolument, c'est ça. On retrouve vraiment toutes les analogies avec les religions missionnaires en plus. En plus, oui, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, des missionnaires. Hein, on peut dire, donc un peu presque, pour pousser plus loin l'analyse, je pourrais dire les entreprises et ce monde voilà, de l'ultra-économie, c'est un peu les nouvelles églises, les nouveaux prêtres chargés d'aller convertir le reste de l'humanité un peu. Oui, absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement un clergé à travers les médias, Ouais. on retrouve une aristocratie Ouais. à travers les multinationales, etc., qui ont des privilèges absolument hors normes, etc. On retrouve même, mais tenez-vous bien, on retrouve même un patriarcalisme, parce qu'il y a un patriarcalisme occidental. Il y a le patriarcalisme chrétien, voilà, il y a le patriarcalisme islamique, etc. Alors c'est quoi le patriarcalisme? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on trouve même une forme de patriarcalisme dans la religion occidentale. C'est-à-dire que le patriarcalisme, c'est quoi? C'est lorsque vous cloisonnez toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur provenance, etc. C'est lorsque vous cloisonnez toutes les femmes à un seul rôle particulier dans la société. Exemple, le patriarcalisme traditionnel, islamique, chrétien ou autre. Il cloisonne toutes les femmes à un rôle exclusif de mère au foyer. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est un patriarcalisme, parce que toutes les femmes, qu'elles soient riches, pauvres, etc., elles sont toutes reconnues avant tout par rapport au même rôle qui est le rôle de mère au foyer. Donc c'est ça le patriarcalisme, c'est cloisonner toutes les femmes à un seul rôle précis. Et bien le patriarcalisme occidental, il y a un patriarcalisme occidental qui n'est pas le même.
mais qu'on retrouve d'une autre façon. C'est quoi? C'est cloisonner, c'est réduire toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale, etc., à un rôle d'objet Un sexuel. rôle d'objet sexuel, ouais. Absolument. Ainsi, toutes les femmes, qu'elles soient vieilles, jeunes, moyennes, riches, pauvres, au foyer ou travailleuses, etc., toutes se conforment au même idéal de la femme, c'est-à-dire le culte de la coquetterie, du sexy, de la minceur, voire même de l'anorexie, et de la jeunesse. Toutes, sans exception. C'est-à-dire, elles sont toutes cloisonnées à un rôle d'objet sexuel, c'est-à-dire à un même rôle. Et bien ça, c'est un patriarcalisme. Ouais, c'est une très bonne analogie. En tout cas, il y a pas mal de gens qui sont assez d'accord avec toi. On va faire une petite pause, donc le temps que la régie fasse les petits réglages. Et puis, on va se retrouver juste après, mon cher Scribe. Très bien. Voilà, et puis on va continuer sur cette analyse fort intéressante donc sur l'occidentalisme, nouvelle religion d'État. Voilà, on me dit que c'est prêt, donc c'est parfait, et c'est la pause, et puis on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec le petit Scribe qui va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, toujours donc sur cette vision voilà, de l'occidentalisme comme une religion, hein, donc avec ses dogmes, ses valeurs, ses rites, ses cultes, ses prêtres, hein, et donc toute une analogie sur le fait que l'Occident nous prêche une religion sans nous le dire, et nous serions d'impitoyables adeptes donc d'une religion sans le savoir. Voilà, donc on me fait signe que c'est bon. Allô, petit Scribe, c'est bon? Oui, Ouais. oui, c'est bon. Eh ben écoute, parfait. Donc il y a beaucoup de réactions, t'imagines bien. Alors, vous connaissez le principe, en troisième partie, on se consacrera exclusivement à répondre aux questions. Il y a pas mal de questions, hein, t'imagines bien. C'est un sujet qui intéresse. En tout cas, pas mal de gens quand même qui sont assez d'accord avec toi, hein, et voilà, hein, qui pensent que justement c'est une très bonne analogie, et qu'on peut parfaitement comparer ce que tu as dit. Et il est vrai que en plus dans la bouche de nos élites, de nos dirigeants, ce sont de véritables comment dire, les discours et la façon dont ils défendent. Voilà, quand on voit un Manuel Valls défendre la laïcité, on ne peut pas imaginer moins d'un prédicateur du XVe siècle qui aurait défendu la religion catholique de la même façon, avec la même verve, et en nous expliquant que c'est le catholicisme au-dessus de tout, qu'il faut écraser tout le monde de la même façon. Et là, c'est vrai qu'on sent ce côté d'une passion presque, j'ai presque envie de dire, l'irrationalité presque de nos dirigeants me fait penser parfois justement vraiment à cette analogie religieuse. Je trouve qu'elle correspond totalement, quoi, quand on entend leur discours. En plus, ce sont des vraies incantations religieuses, puisque ceux qui ne croient pas comme on dit, la République, parce que la République, c'est quoi alors? C'est un peu l'Église, c'est ça? On peut dire c'est l'Église, un peu la République? Alors la République, en fait, c'est quoi? C'est le visage politique. En fait, c'est un peu l'équivalent. Alors, c'est pas l'Église. Ouais, L'Église serait plutôt les médias, justement. ouais, C'est d'accord. ceux qui prêchent le bien, le mal. La République, c'est l'équivalent de la monarchie, le droit divin. D'accord. C'est-à-dire, c'est le système politique, c'est le visage politique de l'occidentalisme. Parce que si vous voulez, dans chaque religion, il y a un visage politique. Mhm. Une religion ne se réduit pas juste au politique, elle dépasse le politique, parce qu'elle est globale. Mais chaque religion a son propre visage politique. Par exemple, dans l'islam, c'est le principe du califat et de la charia. C'est-à-dire, vous devez avoir un calife ou un émir, etc., qui met en pratique la charia. Ainsi, la charia, c'est le visage politique de l'islam. Pour le catholicisme, c'est la monarchie de droit divin. C'est le visage politique, temporel du catholicisme. Et ben, l'occidentalisme, là encore, n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire qu'il a aussi un visage politique, et ce visage politique, c'est la démocratie, soit via une république, soit via autre chose, hein. Après, c'est assez flexible, hein. Voilà, puisque c'est voilà, ce système voilà, républicain qu'on nous jette constamment à la figure, et qu'on est sommé, là c'est comme une religion, on est sommé d'y croire. Hein, on n'a pas le choix. Celui qui ne croit, d'ailleurs, il nous le précise constamment, celui qui ne croit pas en la République, il ne croit en rien. D'ailleurs, donc c'est un peu d'ailleurs la République ou rien, comme à l'époque, j'imagine, voilà, du catholicisme, quoi. C'est le catholicisme ou rien, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir le statut de français, etc., le statut à part entière de français passe par l'adhésion aux valeurs républicaines. Ouais, ouais. De la manière qu'autrefois, pour être sujet entier du roi, avoir un statut justement de français, il fallait être catholique. Voilà. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis parce que
Bon, récemment, on a vu une augmentation hein, des actes islamophobes depuis les affaires des attentats de Paris. Et à chaque fois que j'ai entendu des victimes, en fait, j'ai été saisi parce qu'elles avaient tout un mot en commun, c'est justement, précisément de dire je suis je suis les valeurs de la République. En fait, ils se prévalaient d'être de bons républicains. Alors, exactement. Oui, non, mais c'est ça. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit lien avec l'affaire Charlie Hebdo. Mais comment est-ce qu'on peut analyser, du coup, l'affaire Charlie Hebdo, enfin, l'attentat Charlie Hebdo, dans le cadre de cette nouvelle terminologie? Eh bien, l'affaire Charlie Hebdo, c'est quoi, en fait? Il y a eu un attentat contre un dogme de l'occidentalisme, c'est-à-dire la liberté de blasphème. Donc un dogme de l'occidentalisme a été attaqué. Donc c'est quand même pas rien. Un dogme d'une religion a été attaqué. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là qu'on voit à quel point les Occidentaux sont vraiment des fanatiques religieux. Pourquoi? Parce en moins d'une semaine, de manière spontanée, on a eu plus de 5% de la population qui s'est mobilisée parce qu'elle a senti qu'un dogme, un fondement de sa religion a été attaqué. Je vous mets au défi de me trouver un pays musulman au cours du XXe siècle où, en l'espace de moins d'une semaine, plus de 5% de sa population s'est soulevé parce qu'un dogme de l'islam a été attaqué. Vous n'en trouverez pas. Oui, donc selon toi, en plus, voilà, tu penses que les Occidentaux sont plus fanatisés, donc plus religieux dans cette religion que les musulmans même. Ah, absolument. Alors là, j'ai préparé un truc, je peux vous donner 7 points. 7 points, 7 marqueurs qui l'indiquent assez clairement. Ah oui. Bah, je peux faire ça. Allons-y. Eh ben, allons-y. Alors, au niveau, donc là, je parle des fidèles, donc de la sphère populaire. Alors, si vous regardez, une fois qu'on a compris, si vous voulez, que la musique, les séries télé, les films, les émissions radio, télé, etc., c'est des prédicateurs des valeurs occidentales, etc. Alors, lorsqu'on regarde, vous prenez un jeune occidental de 20-25 ans, qu'il soit français, allemand, américain ou anglais, si vous regardez le nombre d'heures qu'il passe par semaine à écouter ces prédicateurs de la religion occidentale, il doit passer 20, 30 ou 40 heures par semaine. Vous prenez un jeune musulman, du monde musulman, hein, que ce soit en Arabie Saoudite, en Algérie ou ailleurs, et ben, si c'est un fervent pratiquant, il va passer 3, 4 ou 5 heures par semaine à écouter le Coran et à écouter les prédicateurs musulmans, etc. Donc c'est-à-dire que là, sur ce point, on voit bien que l'occidental est beaucoup plus religieux, beaucoup plus pratiquant. Et je donne un autre exemple. Pour reprendre la question du patriarcalisme, par exemple, vous avez un patriarcalisme occidental, donc qui cloisonne la femme à un rôle d'objet sexuel par la soumission au culte de la jeunesse, de la minceur, de la coquetterie, du sexy, etc. Et vous avez le patriarcalisme islamique de l'autre côté qui cloisonne la femme à un rôle de mère au foyer, etc. Alors, si on regarde dans le monde musulman, vous prenez par exemple les pays du Maghreb, bah, vous avez des femmes de toutes sortes. Vous avez des femmes qui se soumettent à ce patriarcalisme islamique, très très bien, mais vous en avez d'autres aussi qui travaillent, qui ne veulent pas être soumises à ça. Enfin, vous avez vraiment différentes tendances. Vous avez des femmes qui se voilent, vous avez des femmes qui s'habillent à l'occidental, vous avez des femmes qui mettent des burqas, vous avez vraiment une grosse diversité culturelle au niveau de la question de la femme dans les pays musulmans. Si vous regardez dans le monde occidental, toutes les femmes, 99%, elles se soumettent toutes à leur patriarcalisme religieux. Toutes, sans exception. Enfin, il y a des exceptions, mais je veux dire beaucoup plus que dans le monde musulman. Puis voilà, donc vous avez beaucoup plus de diversité culturelle dans le monde musulman. C'est-à-dire dans le monde musulman, vous avez des gens qui sont très occidentalisés, vous en avez d'autres qui sont très attachés à l'islam, qui vont être de fervents pratiquants et qui rejettent tout occidentalisme, etc. Enfin, vous avez des situations extrêmement diverses. Dans le monde occidental, il y a une unité culturelle au niveau de la sphère populaire qui dépasse de loin le monde musulman, mais de loin. Au niveau de la musique, au niveau des mœurs, au niveau des codes, etc., etc. Et je donne un autre exemple. On dit souvent que le monde musulman, enfin les musulmans sont beaucoup plus communautaires, ils ont beaucoup de règles à respecter, ils ont un sentiment d'appartenance communautaire qui est un peu trop exacerbé et tout. Mais la réalité nous dit le contraire. Si vous regardez dans les pays occidentaux, il y a beaucoup plus de règles à respecter,
dans tous les domaines de la vie. Vous avez beaucoup plus de lois au sens juridique, légal, à respecter dans n'importe quel pays occidental que dans n'importe quel pays musulman. Vous prenez la question du code du travail, beaucoup plus, un code du travail de n'importe quel pays occidental est 10 fois plus gros que n'importe quel pays musulman. Vous prenez la question du code de la route. Le code de la route, les pays occidentaux, c'est les seuls pays au monde où le code de la route est respecté scrupuleusement à la lettre. Il peut faire nuit, 3 heures du matin, vous avez des personnes qui sont prêtes à attendre 10 minutes alors qu'il n'y a aucune voiture. Dans le monde musulman, les feux rouges, les stops, tout ça, c'est à titre indicatif. S'il n'y a aucune bagnole et que vous passez et qu'il y a des policiers, ils vont rien vous faire. Et donc pourquoi? Alors pourquoi est-ce que les Occidentaux sont beaucoup plus respectueux justement des règles qui régissent leur propre communauté? Parce que justement, il y a ce sentiment inconscient, mais il y a bel et bien ce sentiment d'appartenance à une communauté liée à une religion, à des valeurs, parce que c'est ça qu'il y a derrière, beaucoup plus fort que dans le monde musulman. Vous prenez un lampadaire qui ne marche pas. En France, par exemple, il y a un lampadaire dans la rue qui ne marche pas. 3 heures après, il y a au moins 10 personnes qui le signalent. Prenez un pays musulman, enfin de culture musulmane, comme l'Algérie, la Tunisie, etc. Un lampadaire ne marche pas, il peut rester comme ça 1 an, 2 ans sans que personne le signale. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'intérêt public, d'intérêt de communauté publique, beaucoup moins fort chez eux. Les musulmans sont en réalité beaucoup plus individualistes. Dans le monde musulman, il est fréquent que les gens balancent leurs ordures dans la place publique. Dans le monde occidental, jamais. Parce qu'il y a justement ce sentiment d'appartenance communautaire beaucoup plus fort. Et je pourrais continuer comme ça avec plein d'exemples. Il suffit de regarder le nombre d'associations. Dès que dans un pays occidental comme la France, mais pas seulement, dès qu'il y a un problème de société, comme par exemple, je sais pas, lié au logement, à la misère, à la faim ou à la violence conjugale, enfin bref, dès qu'il y a un problème de société, vous avez tout de suite une dizaine d'associations bénévoles qui viennent se créer pour essayer de régler le problème. Dans le monde musulman, qui est traversé par bien des problèmes, vous n'avez pas autant d'associations. Il y a énormément de problèmes, mais vous avez très très peu d'associations bénévoles dans la sphère populaire, etc. Donc là aussi, pourquoi? Parce que les musulmans sont plus individualistes en un sens, c'est-à-dire moins attachés quelque part. C'est ça la réalité. Alors, communauté religieuse, etc., plutôt que les occidentaux qui, eux, par contre, sont vraiment dans un communautarisme extrêmement important. Ouais, parce que, alors là, par exemple, il y en a qui me disent, oui, mais en Occident, par exemple, il y a une répression beaucoup plus grande. C'est vrai qu'il y a une répression féroce en Occident. L'État, en fait, est-ce qu'il n'a pas un peu mis les gens au pas aussi? Oui, c'est possible. Enfin bon, ça n'a pas entraîné ça a pas entraîné une guerre civile ou quoi que ce soit. Je veux dire, on voit bien qu'il y a une adhésion. Oui, il y a une adhésion, ouais. Il y a une adhésion très claire. Je veux dire, la nuit, 3 heures du matin, lorsqu'il n'y a pas de bagnole, vous allez avoir des gens qui respectent. Jamais vous ne voyez ça. Oui, par exemple, dans les pays du Maghreb, bon, pour y avoir été, je sais que là-bas, tout le monde roule en plein phare. Personne ne... Alors que c'est vrai que quand on arrive en France, directement, on voit... Voilà, les personnes vont se mettre code, plein phare, etc. Quand ils vont croiser une voiture, tout le monde va respecter cette règle. Là-bas, j'ai vu que tout le monde s'en foutait complètement, tout le monde roule en plein phare. Bon. Ah oui, absolument, oui. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un... Mais alors, c'est quoi? Parce que pour les Occidentaux, ça, c'est interprété comme du laxisme, comme un signe de désintérêt, voilà, j'ai pas envie de dire de désordre, mais un petit peu genre, c'est des gens qui s'occupent pas d'eux-mêmes. Oui, mais c'est ça. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, on peut au moins en tirer une chose, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance communautaire moins fort. Il y a un individualisme, si vous voulez, plus important dans le monde musulman. Mais est-ce que aussi dans le monde musulman, il n'y a quand même pas... Par exemple, voilà, les Algériens se sentent quand même plus proches, par exemple, des Palestiniens, logiquement. Ils ont je veux dire, il y a quand même un point commun culturel par rapport à, je sais pas, justement, des Français ou même comment dire, des Polonais qui vont pas avoir le même intérêt. La question de la Palestine, c'est une question très particulière, parce que bon, c'est un conflit qui dure 70 ans, etc., donc c'est assez particulier. Mais un Algérien ne va pas se sentir... je veux dire, vous prenez le Maroc et l'Algérie, ils n'arrivent pas à s'entendre. Oui, ils n'arrivent pas à s'entendre, oui. Justement, à propos de ça, donnez-moi l'équivalent de l'Union européenne, c'est-à-dire un fédéralisme entre 30 pays qui est régi par la même constitution, une constitution commune qui régit 80%
les lois de ces pays membres, qui va jusqu'à avoir une monnaie unique et une armée commune. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde musulman. Non. Et ça serait infaisable. Ouais, parce qu'il y a trop de différences. Ouais. Finalement, le monde occidental est beaucoup plus uniforme, effectivement, que le monde Absolument. musulman. Ouais. Absolument. Partout où vous allez en Occident, je veux dire, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup plus de différences entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie, qui sont deux pays arabo-musulmans, beaucoup plus de différences entre eux qu'il ne peut y avoir entre les États-Unis et la France. Vous regardez au niveau du système politique. L'Arabie Saoudite, c'est un système régi par la charia. L'Algérie, c'est un système nationaliste, militaire, calqué sur le modèle français du XXe siècle. Vous prenez sur le système économique. En Arabie Saoudite, c'est un système libéral, calqué justement sur le niveau de vie dû aux ressources et tout. En Algérie, c'est une sensibilité plutôt communiste avec un État très fort. Vous prenez une fois de plus la question culturelle. En Algérie, ils écoutent de la musique que aucun Saoudien ne peut écouter. Le raï, c'est une musique vulgaire née dans les bordels qu'un Saoudien ne pourrait pas écouter, clairement. En Arabie Saoudite, c'est plutôt de la musique religieuse, etc. Donc il y a beaucoup plus de différences au sein des pays musulmans qu'il ne peut y avoir entre les États-Unis et l'Allemagne ou la France, etc. Mais alors, est-ce que l'Occident... Alors, c'est l'Occident qui travaille cette image de l'islam pour nous apporter... Parce que la vision qu'on veut donner au public en Occident de l'islam, c'est précisément cette vision d'un espèce d'islam unifié qui formerait un bloc. Et on va dire les musulmans tous réunis quelque part un peu pour envahir l'Europe, enfin en tout cas toucher les intérêts de l'Europe. Est-ce que ça c'est un fantasme alors que crée l'occidentalisme? Alors, de la part des élites occidentales, je pense que certaines élites occidentalistes sont vraiment sincères lorsqu'elles dénoncent la montée de l'islam, lorsqu'elles disent que c'est un danger et tout. Je pense que certains sont vraiment sincères. Bon, il faut les comprendre aussi. Elles fonctionnent avec leur logiciel à elles. Donc elles voient qu'il y a une montée de la visibilité islamique, elles voient qu'il y a des groupes terroristes, etc. Donc elles s'inquiètent de son point de vue par rapport à son logiciel. Bon, c'est légitime. De la même manière que les catholiques, au temps de la France bien catholique, dès qu'il y avait une montée d'un groupe hérétique, etc., bah, tout de suite, certains bons catholiques criaient et disaient qu'il y avait un vrai danger. Donc, quelque part, c'est un peu légitime. D'un point de vue occidental, je peux comprendre que lorsqu'on est un occidentaliste fanatique, etc., je peux comprendre qu'on se sente qu'on ait peur de l'islam, etc. Maintenant, c'est un fantasme. Je pense qu'il y a d'autres élites qui l'ont compris aussi, que c'était un fantasme. Donc, il y a un peu de tout. Hein. Alors, pourquoi alors est-ce qu'ils continuent à nourrir ce fantasme, etc. Alors, l'explication que j'ai, c'est de dire que, en fait, si vous regardez bien dans l'histoire du XXe siècle, l'occidentalisme a toujours eu besoin d'un méchant pour se promouvoir. Exemple. Au XIXe siècle et puis dans la première moitié du XXe siècle, on a eu l'occidentalisme, il n'était pas encore à son stade abouti. Il était encore dans un stade qu'on pourrait appeler nationaliste. C'est-à-dire qu'il visait à libérer l'homme de toute contrainte, mais dans un cadre national. Et au bout d'un moment donné, une fois que vous avez exercé toutes les libertés dans un cadre national, il faut passer à l'étape supérieure, et l'étape supérieure, c'est d'en finir avec la nation, casser les frontières pour passer à la phase mondialiste. Bon. Alors, autant où il fallait en finir avec les visions nationalistes. Il a bien fallu trouver un méchant pour justement, trouver quelque chose qui justifie l'échec d'une vision nationaliste pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et ce méchant, ça a été le national-socialisme. Pourquoi est-ce que l'Occident sacralise tant la souffrance juive de la Deuxième Guerre mondiale? Parce que justement, c'est ça qui lui permet de discréditer de manière définitive toute vision nationaliste des choses. Donc l'Occident a sacralisé ceci, a diabolisé, à juste titre, Hitler, etc., enfin le national-socialisme, pour en finir avec son étape nationaliste et pour passer justement à l'étape mondialiste. Alors maintenant, dans l'étape mondialiste, il est en train de passer à une accélération de cette étape mondialiste. Et il lui faut un ennemi. Cet ennemi, maintenant, ça ne peut pas être un ennemi nationaliste, vu qu'il en a déjà fini avec le nationalisme. Ça ne peut être qu'un ennemi internationaliste. Or, l'islam est taillé sur mesure là-dessus, parce que c'est une religion qui se veut être internationale, et ces groupes terroristes, etc., ce sont des groupes internationaux, comme Al-Qaïda et tout. Donc ça apparaît comme le nouveau national-socialiste, si vous voulez, mais dans un cadre international qui permet de justifier justement une accélération du processus mondialiste du phénomène occidentaliste. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, j'étais un peu perdu là, j'avoue. C'est-à-dire que tu veux nous dire, pour bien comprendre,
que le mondialisme, en fait, de toute façon, il est porté même par l'occidentalisme. De toute façon, c'est lié aussi. Ah oui, absolument. Alors justement, j'explique un peu ça, parce que c'est vrai que j'ai pas... Pourquoi est-ce que l'occidentalisme, dans ses valeurs, dans ses dogmes, etc., aboutit inévitablement au mondialisme? Je vous expliquais que l'occidentalisme a pour finalité de libérer l'homme de toutes sortes de contraintes. Les contraintes des mœurs culturelles, traditionnelles, les contraintes biologiques via le féminisme, les contraintes ethniques via l'antiracisme, les contraintes... enfin bref, il vise à libérer l'homme de tout type de contraintes. Mais une fois que vous avez exercé, une fois que vous avez libéré l'homme de tout un ensemble de contraintes, mais dans un cadre national, parce qu'au début c'était des nations, l'Occident. Oui. C'est-à-dire c'est comme si vous êtes dans un château, vous dites à un type, dans le château tu peux faire tout ce que tu veux, tu as une liberté intégrale, mais dans le château. Bah, il va faire tout ce qu'il veut dans le château, mais au bout d'un moment donné, lorsqu'il a tout fait dans le château, il va éprouver le besoin d'une nouvelle liberté qui est celle... D'ailleurs, du château. Ouais. Absolument. Et ben, c'est un peu ça qui se passe avec l'occidentalisme. Une fois qu'il a exercé son libertarisme intégral au sein de la nation, les frontières nationales elles-mêmes apparaissent comme un nouveau frein à la liberté.